Mais j'ai une histoire à raconter. Effectivement, moi, je suis un gars gâté, une belle femme, qui est patiente avec moi. Et toute ma vie tourne autour du ski. Tout tourne autour du ski. Dans ma vie, je suis né, moi, dans le fond, je ne suis pas né au pied d'une montagne. Je suis né à Sherbrooke. Ma mère, elle est des Cantons de l'Est, une petite ville qui s'appelle Windsor Mills. Et mon père était dans les forces de l'air, et il s'est marié en 42, et moi je suis né en 44, donc la guerre n'était pas terminée encore. Et une fois que la guerre est terminée, mon père avait déjà un job à Mont-Tremblant. C'est comme ça qu'on est arrivé à Mont-Tremblant, et c'est M. Ryan qui bâtissait le centre de ski, et mon père était le premier employé de M. Ryan. Mon grand-père, il était un forgeron au village, et puis dans le temps, il n'y avait pas de garage, il n'y avait pas d'auto. Tout le monde avait des chevaux, fait que les forgerons connaissaient tout le monde. Alors, sur la montagne, ils coupaient la montagne, donc ça prenait des chevaux. C'était des jobbers qui coupaient sur la montagne. Et puis, M. Ryan s'est présenté en 1939. Et la place qui existait à ce moment-là, c'est Grey Rocks, donc la famille Wheeler qui était à Grey Rocks. Et vu qu'il y avait des chevaux, eux également, parce que M. Wheeler, le premier, avait été venu dans le coin de Tremblant, au lac Ouimet, pour une coupe de bois. Il avait acheté une coupe de bois sur le long du lac. Encore une fois, mon grand-père, il avait des chevaux, fait qu'il ferrait les chevaux, M. Wheeler. Et puis, il venait à Grey Rocks, le fameux journaliste pour NBC, Lowell Thomas, c'était un commentateur, un nouvelliste à NBC, I think, et qui était en vacances chez les Wheeler. Et M. Lowell Thomas, il y a une piste à Tremblant qui s'appelle la Lowell Thomas, et tout le monde se demande qui est Lowell Thomas. Et Lowell Thomas avait une voix extrêmement très bonne voix, forte. This is Lowell Thomas, directly from NBC. Alors, il tirait de l'attention, puis il était à Grey Rocks avec son fils. Et il voulait monter le Mont-Tremblant, en touriste. Et puis, Dad, mon père, était là. Ils ont dit, Charlie, come with us. Fait qu'il y a un jeune homme, là. Mon père est né en 18, ça c'était en 20 ans, peut-être 20 ans. Et puis M. Wheeler, Harry Wheeler, le père de Harry, le grand-père de Lucille Wheeler, qui a été championne olympique, a dit, ah, Charlie, go right ahead. Ils ont monté le Mont-Tremblant, puis là, il est arrivé au sommet, M. Ryan était avec eux, il a dit, c'est bien beau ça ici, la vue est belle, puis belle montagne. On devrait arranger ça, mais en Europe, ils ont des télésièges, puis on peut monter en télésiège, c'est un peu plus facile ça. Alors, à ce moment-là, M. Ryan, celui qui a développé Tremblant, il était à l'université, un jeune homme, 23, 24 ans, et son grand-père est décédé. Et le grand-père n'a pas été baptisé Baptiste ou Georges ou Fred, il a été baptisé Fortune. Fait que la grand-mère a dit, écoute, lui, là, c'est lui qui va nous faire une fortune. On pense qu'il est intelligent, il y a 4 ans, là, mais effectivement, il est devenu un des hommes les plus riches aux États-Unis, Fortune Ryan, imagine-toi. Et quand il est mort, il n'y avait pas d'enfant, il a laissé sa fortune à Joe Ryan. Alors, son petit neveu, je pense. Et là, M. Ryan, qui n'était pas nécessairement, il avait notre âge, là, il avait 20 ans, whatever, puis il dit à son chum, meilleur chum, écoute, là, on ne reste plus à l'école, là, on part. Si elle m'est assuré qu'on prend un bateau pour faire le tour du monde. C'est 1939. Les deux gars laissent l'école, puis ils prennent le bateau, puis ils font le tour du monde. Rendu en Chine, il reçoit un Telex, ou dans le temps, c'était Telex. Tu peux continuer, tu viens de recevoir un autre 20 millions. Ah ben, on continue, le fun continue. Ils ont fait le tour du monde, puis à chaque fois qu'ils arrêtaient des ports importants, ils recevaient pas des emails, là, mais des messages en disant « T'en as un autre 40 qui vient d'entrer. » Fait que quand il est revenu à Washington, puis c'était un gars qui était populaire, puis les gens qui avaient des belles petites filles, ils disaient « Écoute, ben, il faut aller au party, là. Il est là, lui, là, il est disponible. » Alors, il est revenu, puis Avril Harriman a dit, by the way, tu n'as pas fait du ski, là, tu voyages. J'ai un camp de ski, moi, dans l'Ouest, au Utah. Embarque sur les trains, c'est à lui les trains. Fait qu'il invitait ses chums sur ses trains, puis on va aller à Sun Valley, puis on va avoir du fun. Alors, il est allé, comme de raison, je pense qu'il y a eu pas mal de fun. Puis là, ce qui est revenu, là, il s'en allait à la pêche dans le Grand Nord pour eux autres. Washington, Tremblant, dans le temps, c'était loin, là. Un bon bout. Fait qu'il dit à son chum, qui arrivait d'Europe, on va aller à la pêche, puis on s'amusait encore. Fait qu'il s'amusait, il y avait du fun.
quand on est arrivé à Grey Rocks, c'était aussi une pourvoirie. Les Wheeler avaient une pourvoirie, là. Et c'est là qu'on a rencontré Lowell Thomas. Ils ont monté la montagne à pied. Puis lui, il était allé faire du ski en Europe. Puis il a vu ça, des télésièges. Il a dit, écoute, bien, on va faire la même chose ici que mon chum a fait au Utah. Mais ça va être beaucoup plus exotique. C'est un autre pays, imagine-toi. Ma poignée les gens vont dire, lui, il se met pas mal. Alors, il a besoin d'aide. Et puis, il a dit à M. Wheeler qu'il y avait 2 gars, Harry et Tom. Il a dit, j'ai besoin d'un de tes gars pour travailler avec moi, monter ça. Parce qu'on va faire la même chose qu'il a fait dans l'Ouest, lui. C'était des chums quand même. M. Wheeler a dit, non. Et moi, j'ai besoin de mes gars, là, ils vont être ici, puis moi, je bâtis des camps de pêche et des camps de chasse. Puis mon père était un guide avec les Wheeler. Mais c'est dans le temps, il y avait les Wheeler, les Duncan, les Forbell, puis les Beatty. Il y avait un petit groupe d'Anglais là, qui était là. You met them all, Linda, no? The Beatties, maybe before your time. I thought you were the same age as I was, 62. No? Anyways, et il a dit, j'ai le fils de mon chum, Duncan. Son fils, il est pas mal vaillant, puis il est bright, puis lui, il va agir comme ton bras droit. Il dit, OK, parfait, fait qu'invite-les. Monsieur Wheeler a envoyé une note, c'est un cheval, là. C'est Grey Rock, Saint-Jovite, il n'y a pas de highway là. Même l'été, c'est sa garnotte. Alors, il a invité mon père à souper, puis là, ils se sont rencontrés, Joe Ryan, M. Charlie Duncan, bonjour. Puis, c'est quoi, là, il dit, on va monter, c'est la montagne qui est là, dit, on met des lifts là-dessus, puis on va la développer. Ça t'intéresse-tu? Mon père, il avait, je sais pas, là, 24 ans. Ben oui, certain. Oui, OK, il dit, moi, j'ai l'argent, puis on va faire ça. Alors, ils ont commencé à travailler là-dessus en 1939. Mon père, là, il avait 29. Et puis, il n'y avait pas de permis, c'était déjà un parc. Et c'était Duplessis qui était le patron dans le temps. Personne ne se souvient de ça, je suppose. Hein? Ben, moi, on dit que je suis vieux. J'ai rencontré Duplessis, baptême. Puis, il fallait aller avoir les permis pour exploiter la montagne. Il fallait qu'il y ait au gouvernement. Puis M. Ryan était américain. M. Duplessis, il ne tombait pas en amour facilement avec ces Américains. Là. C'est le curé des Lauriers qui était le curé, c'est lui qui menait dans la place. Là. Moi, ça se fait que tu n'as pas 15 enfants, toi. Il menait pas mal. Là. Alors, il est allé avec M. Ryan et le curé des Lauriers à Québec et a rencontré Duplessis. Et c'était un point tournant dans la vie de M. Ryan, de mon père aussi. Et puis, il a dit au monsieur Duplessis, si tu ne donnes pas le permis d'exploitation de la montagne à ces Américains-là, je te garantis qu'il n'y aura pas un vote à partir de Saint-Jérôme jusqu'à Mont-Laurier. Apparemment, c'était le mot-clé, ça. Dans un mois, il y avait une lettre sur le bureau de mon père qui dit « Si ton Américain veut développer la montagne, je pense qu'il a une bonne chance. » Alors, ils ont commencé à développer la montagne, un papier est arrivé, puis ils ont commencé à développer ça. Et moi, je suis né en 1944. Donc, la montagne a ouvert en 39-40, l'hiver 39-40. Et moi, quand je suis né, il avait bâti un hôtel sur le versant nord, parce que M. Ryan voulait exploiter les 2 côtés de la montagne. Ça serait original. Ça ressemblerait un petit peu à Sun Valley, parce qu'il y a Riverside, puis whatever. Alors, ils ont bâti ça, puis là, soudainement, la guerre est finie. Puis mon père était à Windsor Mill, marié, avec un petit cul comme moi, 2 ans, 1 an, 2 ans. Ils sont revenus à Tremblant. Et là, ce qui est devenu, M. Ryan dit, Charlie, you got to get going here. Alors, ils ont développé l'hôtel sur le versant nord de Devil's River, qui n'avait jamais été habité. Et puis, là, ils sont regardés, Ryan et Duncan, ils ont dit, qu'est-ce qui va aller vivre là? Il n'y avait pas de chemin. Entre les deux, là, il n'y avait pas de chemin. Il fallait passer par Lac-Carré, Saint-Faustin, Lac-Supérieur, pour venir au versant nord. En plus, il faut dire que ma mère n'avait jamais resté dans un hôtel. Elle était dans un village de Moulins. Fait qu'elle est jeune, une jeune mariée qui a un petit 2 ans, 1 an et demi, là, peut-être. Et elle rentre dans un hôtel, tous les clients étaient américains, elle ne parlait pas anglais. Mon père parlait les 2 langues. Puis il y en avait un chef qui était français. C'est sûr qu'il était bon, il était français, là. Pas de choix, ma mère. Alors, et puis moi, j'étais un petit bout. Et j'ai été élevé par ma mère, mon père, mais tous les employés sur la montagne, c'était des gens du coin. Les messieurs Chartrand, les messieurs Lauzon,
Puis, vu que j'étais le seul petit cul dans la place, j'allais partout, il m'emmenait partout, partout. Puis Dan t'avais avec ça, puis maman aussi. Alors là, c'était la première l'hiver a ouvert. Moi, j'avais peut-être en 44, moi j'avais 0. Et j'ai commencé à avoir des clients en l'hiver 43-44. Et c'est comme ça que j'ai commencé à skier parce que le télésiège, seul télésiège, c'était un Roebling qui était d'ici aller à première auto dans le stationnement. Là. Alors, imaginez-vous, j'avais mis le tennis. Ça a été terrible. Mais j'étais tombé en amour avec le ski de suite. L'été, il n'y avait personne sur le versant nord. C'était fermé. C'était pas un hôtel qui ouvrait 12 mois par année. Alors, l'été, nous, les fins de semaine, on n'avait personne. Mon père, ma mère, puis moi. Et la semaine, effectivement, les travailleurs venaient, coupaient des trails avec des tracteurs, puis et les chevaux, ils bûchaient. Fait que la semaine, il y avait beaucoup de monde l'été, mais les week-ends, on était tout seuls. Fait que là, les fins de semaine, vu qu'il y avait un hôtel puis qu'on mangeait, puis il y avait de la nourriture, les gens sentaient. Les jours, il y avait plus d'ours là que d'humains. Mais les gens disent, comment tu as commencé à skier? Bien, tu sais, bon, on habitait là, le télésiège était juste là, puis je sentais les toasts, parce que Bears End, c'est le restaurant pour tout le monde. L'hôtel, c'était un hôtel qui était privé. Et le restaurant était comme 300 pieds. Puis il y a un petit cul haut de même, là, le chef faisait des toasts, puis des hamburgers, des hot dogs. Fait que je sentais les toasts, moi. Puis aussitôt que je sentais ça, là, je marchais jusqu'au restaurant, mais j'étais haut de même, là. Fait que la neige, je l'avais partout. Mais mon père, il dit, by the way, si on y mettait des planches dans les pieds, cet enfant-là, il se rendrait plus vite un peu. Fait qu'ils ont trouvé, Ernie McCullough, qui était jeune à ce moment-là, a trouvé des petits skis, il m'a mis ça dans les pieds, puis il me donnait une bonne poussée pour que je me rendais au restaurant. Alors, j'ai l'impression que c'était un petit peu ça. J'ai dû être bon. En descendant, je pense, j'ai dit, il a du temps, cet enfant-là. Il n'est pas toujours sur le dos. J'ai commencé à skier comme ça. Le lendemain matin, Ernie McCullough et mon père, c'était comme deux frères. Alors, moi, je pars en même temps que M. Chartrand sur les Halles. Moi, je prends le télésiège, puis je monte faire du ski. J'avais 7 ans. Puis là, je n'arrêtais pas. Les matins, à Chartres, je faisais du ski, toujours ça le fun au bout. Puis là, Dad a dit, écoute bien, il faut le watcher, lui. On va le perdre, il va rentrer dans le bois quelque part, là. Puis on va le perdre pour la saison. Fait qu'il a dit à Ernie, peux-tu t'en occuper? Could you take care of Peter? Il dit, pourquoi? Ben là, il part le matin, il fait noir encore, puis il fait du ski, puis il monte à pied, puis ainsi de suite. Fait qu'Ernie, il n'avait pas d'enfant. Il a dit, OK, ben oui, ça va me faire de la compagnie. Fait que je faisais, le matin, à partir de ce moment-là, je prenais le télésiège, le single sur le versant nord, je sautais en montagne avec les gars qui travaillaient sur les lifts, puis je descendais sur le versant sud, et la maison d'Ernie était juste au pied du télésiège du versant sud. Il était juste là. Puis il y avait sa jeune femme, Janet, et je m'assoyais sur le balcon. Dad, il disait, ça sur le balcon, ne dérange-les pas, parce qu'il va peut-être dormir encore. Il a peut-être pris un coup hier soir, là, fait qu'un matin, il va peut-être poquer un peu ses bords. Fait que j'attendais. Puis quand Ernie se levait, première chose, il regardait dans la fenêtre, il devait dire, le petit baptême est encore là. Il faut s'en occuper, il est là, il va geler. Elle rentre en dedans, puis il me donnait un chocolat. Là. Puis là, je passais la journée avec lui, puis je le suivais, il allait mettre ses classes. Il faisait sa job sur la montagne. Puis le soir, je descendais avec lui jusqu'au pied des pentes. Puis là, je montais la dernière chaise qui montait. Les gens nous connaissaient parce que mon père était le patron. Fait qu'on va le monter le petit là, puis et là, je me revenais chez nous. Je revenais chez nous, il faisait noir. Ernie a dit, je pense que si on l'entraîne comme il faut, puis si on s'en occupe, Ernie n'avait pas d'enfant encore, donc c'était comme mon deuxième père. Il faut qu'il fasse du ski, parce qu'Ernie était allé au championnat du monde en 52, olympique en 52. Il est allé au championnat du monde en même temps que Lucille en 54. Ensuite, Cortina en 56. Alors, il était au courant que les Européens s'entraînaient. Ils s'entraînaient à monter en montagne, à lever des choses. Puis, il a dit, si tu veux être bon à ça, il faut que tu t'entraînes. Et ça voulait dire quoi, ça, pour moi? Tu sais, un petit cul de 10 ans, il faut que tu t'entraînes. M'entraîne à faire quoi? Bien, il dit, tu montes la montagne tous les matins, avec Rocco. J'ai brûlé 3 chiens en faisant ça. En 62, imaginez-vous. Et c'était à Chamonix, ça. Et à Chamonix, ça a changé ma vie aussi également, parce que j'étais jeune, je suis venu en 44, ça fait que, disons, 62, j'avais 18, là, 17-18. Il y avait une conférence de presse. Et à ce moment-là, le ski, c'était en Europe très fort.
Ici, nous, c'est le hockey. Mais le ski, c'était un deuxième sport quand même. Et on avait cette conférence de presse à l'hôtel Les Alpes, à Chamonix. Il fallait mettre un veston, puis... alors moi, j'avais mon veston, parce que maman savait qu'il y avait, dans 3 mois, il va y avoir une conférence, il avait besoin d'un veston, toi. OK. Alors, je suis assis là, puis il passe un monsieur à côté de moi, un grand monsieur, puis il était deux, des petits manteaux bleu poudre, là, un peu. Et puis, il lâche un cri à son chum. Il dit, « René, on ne peut pas faire d'entrevue ici. » Il dit, « Il n'y a pas un maudit Québécois dans la place. » J'étais insulté, mais raide. Fait que je tire son manteau, je dis, « Monsieur, je suis Québécois, moi. » Il me regarde. « T'es qui, toi? Tu t'appelles comment? » Il dit, j'ai dit, « Duncan. » Ben, il dit, « Non, les gars de Vancouver, on cherche des Québécois là, pour te parler. » Il n'y en a pas. J'ai dit, « Monsieur, je suis un Québécois, je m'appelle Peter Duncan, mais je suis Québécois, moi. » Ah, ouais. Il dit, « René, on en a trouvé un. » C'était René Le Cavalier, puis Richard Garneau. Il mettait ça dans le pouch, Embassy Pouch. Puis il envoyait ça à Radio-Can, au Canada. Fait que là, les gens de Radio-Can le recevaient à la malle, le recevaient. Puis là, ils regardaient. Et Michel Guida, c'était sa job, ça, le gars que je cadais pour. Fait qu'il regarde ça, puis avec Ronald, pour qui je cadais, ils ont dit, c'est le fils de Charlie, ça? Ben oui, non. Alors, il appelle Dad, puis on dit, ton fils, c'est en Europe? Il dit, oui, il dit, il est à Chamonix, là, il est au championnat du monde. Fait qu'ils ont appelé tout de suite, puis ils ont dit, on va te prendre pour l'entrevue. J'avais 17 ans. Puis, tu fais l'entrevue, puis on va te mettre ses nouvelles. Ah, j'ai dit, good, je ne comprenais pas trop ce que c'était, là, mais on n'avait pas de télévision chez nous, ça fait que c'est pas bien important. Alors, on allait voir chez mon oncle Eddie, puis là, il passait, et ils ont fait un deal. On va t'appeler toutes les semaines, puis Richard va te poser une question, puis il va t'appeler 2 jours avant, puis tu l'écriras ta réponse. Et là, j'ai développé un accent français. Je crois que Charles de Gaulle passe, c'est peu qui va. Mes chums à l'école et tout, un maudit accent, là, ça va faire, là. Tu sais, j'ai perdu une coupe de chums. Puis, au lieu de dire, il est pris une calvaire hier, non, j'ai tombé, j'ai fait une mauvaise chute. Oh là là. Et j'ai fait ça jusqu'en 1970-71. C'est ça qui m'a ouvert la porte à Radio-Can. C'est pour ça dire qu'un gars comme Richard Garneau, c'est un ange gardien pour moi. Et Ronald, on se voit encore, Ronald et moi, on se parle assez régulièrement. Puis Michel Kidoz, on est toujours... C'est un gros... Quand Richard est parti, j'ai perdu mon ange gardien. Il est décédé il y a 2-3 ans. Et on a fait ensemble, en total, 17 Jeux olympiques. Donc, ça a peut-être aidé ma carrière un petit peu. Tu sais, mon oncle Armand le voyait, ma tante Armand me voyait ici, puis était content. Puis moi aussi, et ça me payait, en plus de ça, me payait 100 $ de l'entrevue en 1963. J'étais riche. Puis il ne pouvait pas m'envoyer l'argent parce que j'étais amateur. Donc, il envoyait l'argent à mon père. Le ski, pour moi, là, ça a été mon MBA, avec 2 planches d'un pied. Parce que c'est un sport de monde. Nous, on s'aime encore, Linda, puis moi, là, we're all friends, we're going to be friends for life. Puis Linda puis Nancy, même chose. Les gars, Yogi, Rod Hebron, on a vécu ensemble 10 ans de temps. Mon deal avec mon père, c'était, tu veux faire du ski jusqu'à 100 ans. On va te supporter. On ne manquera pas d'argent. Mais il dit, si tu lâches l'école, tu auras une job demain matin. Alors, c'était assez clair pour moi qu'il fallait que j'étudie un petit peu. Et quand Dale Jacobs a été responsable de l'équipe, il a fait un deal avec l'Université Notre-Dame en Colombie-Britannique, à Nelson, BC. Et c'était une filiale de Notre Dame University in Indiana. They were fathers, they were Jesuits. Puis les Jésuites ont une approche superbe, qui est réellement positive au bout. Ils disent, si tu fais quelque chose, puis tu tombes à pleine face, lève-toi de bout, puis répète-la. Lauson a travaillé mon père depuis que... sa première job. Je l'ai connu toute ma vie. À la chasse avec. Puis il fait ça pour descendre. Parce que, tu sais, il vide le télésiège. Il faut que tu vides le télésiège. T'assurer que personne ne va passer la nuit là-dessus. Alors, il vide. Il dit, la chaise 12, c'est le dernier qui monte. Fait que le gars en haut, lui, 12, il vide. OK, là, il sait qu'il n'y a plus personne sur le télésiège. Fait qu'il ne part pas le télésiège, il faut qu'il descende à pied avant. C'est assez ces choses. Ou dans Duncan, ou le versant nord, le versant sud. Fait que les tapis, ils sont inventés un ski. Mais là, après ça, c'est devenu compétitif au bout, parce que mon père, lui, il gardait à réveiller le monde. Puis il disait, versant nord est plus vite que le versant sud. Les boys, qu'est-ce qui se passe?
Fait que là, les boys se trouvaient des nouveaux skis, ils les ciraient, puis ils changeaient de bottes en haut pour avoir des grippes en dessous des pieds. Puis là, il y a des concours. Et l'équipe qui perdait payait la bière à l'autre. Puis ça, c'était tous les jeudis soirs, il y avait une course de tape-cul. Ça, c'était la plus belle course au monde. Mais Joshua, après l'équipe nationale, j'ai fait un bout chez les pros, les professionnels. De 79, 80 jusqu'en... Non, de 72 jusqu'en 80. Et puis, circuit qui a été formé, ils sont venus chercher 8 coureurs de la Coupe du monde. Et j'étais un de ces 8-là. Et c'était Bob Beatty, qui était le patron du ski aux États-Unis. Et puis, il était un petit peu froissé par le FIS. Et Bob, c'était un pitbull. Et son meilleur ami, c'était Roone Arledge, qui était le grand patron de ABC Sports. Vous vous souvenez, Agony of Defeat, Victory, or whatever it is, Wild World of Sports. And Jim McKay was the announcer. Et là, il a recruté 8 gars de la Coupe du monde, incluant Jean-Claude Kelly. Et puis, on a formé une équipe de pros qui était basée à Aspen. Et là, j'ai eu un gérant il est décédé maintenant, Mark McCormick, qui était le meilleur, d'après moi, là, une écurie absolument incroyable d'athlètes. Et maintenant, c'est Tiger Woods, Lindsey Vonn. Puis lui, il s'occupe de te faire de l'argent, puis il s'occupe seulement de te faire du ski. Ça a bien marché avec moi, ça affaire-là. Puis il s'occupe de toi. Là. Et puis à tous les mois, là, tu as ton compte en banque qui t'envoie. Disons que tu courses en Chine, là, tu as un hôtel, tu as une boîte, là, puis ton rapport du mois là. Tu as dépensé tant de temps en banque, puis whatever. Fait que, il paye ton téléphone, toute la kit là. Ton char à payer. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Parce que quand tu fais du ski, comme un joueur de hockey, il joue au hockey, lui. Il arrive à la maison, il faut payer le loyer, il fait du gros manquer de gaz demain. Il ne s'occupe pas de ça du tout. Mais les mauvaises nouvelles de ce bout-là, c'est que là, tu arrêtes de courser une journée, là. Tu n'as rien fait. Tu n'as jamais rempli un rapport d'impôt. Puis à la maison, il faut payer le loyer. Ah oui, j'ai oublié, bon Dieu. Il faut payer le téléphone. Ça, c'est mauvaises nouvelles. Mais dans ce temps-là, la vie était belle. Et puis, on a fait ce circuit-là. Et Bob Beatty, il faisait Moi, ma responsabilité, c'est de trouver du monde qui est bien connu, qui venait aux courses. Fait qu'il y avait Mme Kennedy, il y avait Clint Eastwood a vécu avec nous 2-3 ans à Aspen. Puis, alors, quand tu as Clint Eastwood au bout de la pente, ça tire du monde. Fait qu'on on a fait aussi une sur le Mont-Royal, qui a attiré 50 000 personnes. Puis on a fait une à Gabriel aussi, je pense. Ah oui, mais là, maintenant, c'est différent, oui. La chimie, une bonne question, parce que la chimie, on n'avait pas de sous. L'équipe nationale n'avait pas de sous. Je me souviens, la première année qu'on est parti, on était 8, 9. Les filles étaient peut-être 7. Ouais. Et puis, le budget total des hommes et les femmes, il faut dire que les coûts étaient moins chers, là. Mais je pense que le budget total était 30 000 pour l'hiver, incluant les billets pour y aller. Fait que moi, je dis on voyageait en train en plus. Alors, on était 2 classes en bas des vaches. Parce qu'ils étaient mieux nourris, ils étaient nourris sur le train, eux autres, là. Puis ils étaient niveau de train. Et nous, là, on était cordés, puis on arrivait à 3 heures du matin, il fallait dépacter notre stock. Puis, et nos hôtels, c'est moins 2 étoiles. C'est un hôtel moins 2 étoiles, l'eau n'est pas trop chaude, là. Puis on a fait ça jusqu'en 65, quand David est arrivé. David a dit, on ne peut pas continuer comme ça, voyager comme ça, puis on était comme 5 par chambre. Nancy, moi, puis Yogi, on avait une descente à Aspen en 61, puis on a couché dans un vieux poulailler. Puis pour petite fille, il n'était pas rien que nous autres, là. Mais c'était correct, on se connaissait, puis tout le monde s'aimait, puis c'était bien correct, là. Puis on ne se plaignait pas. Mais aussitôt qu'on a eu des sous, Dave Jacobs, c'était un gradué universitaire, puis il savait qu'il faut manger 3 repas par jour. Puis les skis, il faut les cirer, il faut avoir l'équipement qui marche. Puis effectivement, on était pauvres. Moi, je partais l'hiver, puis mon père me donnait 500 $. Puis je passais l'hiver, puis je suis riche, dans le fond, là. Mais c'est bon. Jean-Guy Brunet n'avait pas d'argent pour s'acheter une bière. Puis ici, vous le direz aussi. On sort un soir, on dit, écoute, t'es allé manger de la poutine, là. Puis on dit, on va aller manger dans un vrai restaurant. Puis il me restait 12 piastres, ça fait 2 semaines à passer encore, là. Puis on a séparé une bière à 2. On a fait tout un party. Puis ici, je n'aimais pas la bière, mais là, le goût était bon dans maudit. Et en 65, David a pris l'équipe,
Puis il a dit, ça, c'est pas bon, ça. On ne peut pas réussir comme ça. Les gars, ils étaient bien logés, les Autrichiens, les Français, ils voyageaient dans des autobus qui avaient de la chaleur. Nous, sur les trains, on était, comme je disais tantôt, moins 2 étoiles sur les trains. Et quand David a pris l'équipe, a vu la situation, puis David avait fait l'équipe nationale des années 50, mais ses parents étaient des gens qui réussissaient bien. Et lui, il se payait une traite. Dave knew how to live. Et il a dit, j'envoie l'équipe à la maison. Vous partez toutes, vous en allez chez vous. Je t'ai fait l'équipe. C'était impossible que vous gagniez comme ça. Les Français sont bien nourris, ils sont bien équipés, ils ont des bons coachs, ils ont même des médecins avec eux autres. Fait qu'il nous a tous renvoyés chez nous, en novembre, au début de la saison. Puis là, j'arrivais chez moi, mon père, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Bien, il dit, le coach, il nous a envoyé dans les journaux, ça a sorti en 1965, que l'équipe canadienne is disbanded. You were gone then, I think. Yeah. Et le dad dit, voyons donc. Alors, un gars qui s'appelle, je l'ai nommé en descendant, Soriol, Ben Soriol. Anybody know that? Et c'est un monsieur qui était Canadien-Français et qui avait réussi en affaires. Puis il était un bon chum à mon père, puis on allait à la pêche ensemble. Il appelle Dad, puis il dit, Charlie, comment ça se fait que Peter est à la maison? Il dit, il n'y a pas d'argent. Puis Dave, il dit que ça prend de l'argent pour faire ça. Il dit, oui. Comment est-ce qu'il va? Il en a besoin de combien? Mon père, il dit, Dave, il dit, 1 million, ça prend 1 million, autrement, là, on ne peut pas monter l'équipe nationale. Il dit, 1 million, ben voyons donc. Il dit, maman, quitte sur moi. Est-ce que c'était plate? Non.